Il faut trouver un équilibre entre le carbone, l'énergie et les euros. Encore une fois, faire du décarboné cher, c'est facile. Faire du décarboné performant énergétiquement, c'est pas très compliqué si on abandonne ce facteur-là. Le vrai sujet, c'est d'équilibrer les trois. Voilà. Et que les trois diminuent. Enfin, et que les trois correspondent comment dire, à un besoin client. C'est-à-dire qu'on peut faire les bâtiments les plus vertueux du monde, c'est le cas de L'Oréal, hein, le bâtiment essentiel sans chauffage, machin, là, qui est vachement bien, mais qui est invendable. À quelqu'un d'autre que L'Oréal ou À quelqu'un d'autre, à quelqu'un. À quelqu'un. Parce que quand un investisseur investit dans un bâtiment tertiaire, lui, c'est une ligne dans un tableau Excel, c'est un produit financier. Un produit financier, pour qu'il soit bien, il faut qu'il soit vendable. Il faut qu'il soit liquide, il faut qu'il puisse être revendu. Or, un bâtiment qui n'est pas conforme aux standards du marché, il n'est pas vendable. Donc, il ne se fera pas. Et là, en l'occurrence, chez L'Oréal, c'était invendable parce qu'il n'était pas... Si, ils étaient investisseurs occupants, donc ça avait du sens pour eux. Ouais. Sauf qu'on a commencé ce truc-là un peu avant la crise, on a continué pendant la crise, et puis à la fin, ils se sont interrogés, eux, sur le besoin réel de ce truc-là ou pas, compte tenu du télétravail, du machin, du bordel. Puis ils ont répondu à la question en disant bon non. À la fin, et on voit que quand le carbone diminue, le prix augmente. C'est pas si simple. C'est si pas loin. C'est-à-dire qu'on avait dit à l'époque, c'était en 2022, donc c'est pas vieux, mais ça a 1000 ans maintenant. On était de mémoire à 2000 € de la tonne de carbone évitée. D'accord. Et c'est un raisonnement intéressant, la tonne de carbone évitée, parce qu'en fait, dans un processus d'étude, on va choisir une structure, on va se donner une cible en carbone, on va choisir une typologie de structure, on va avancer le projet un peu en aveugle, on va dessiner des façades avec un environnement carbone autour de la façade, et sur ces deux gros postes-là, au niveau du permis de construire, on aura un poids carbone structure, un poids carbone façade, un total, qui sera évidemment inférieur, structure plus façade, inférieur au poids total complet du carbone. Et dans le poids total complet du carbone, ce qui reste en plus, c'est les low-tech et les lots de finition, les corps d'état archi. Donc ceux-là, on les aura éventuellement approchés forfaitairement ou à partir d'ABAC. Oui. Et arrivé à un moment donné, on va se comparer, puis on va se dire, bon, sur quel levier je veux intervenir en fonction du gisement, de la profondeur du gisement et du prix de la tonne de carbone évitée, pour arriver en dessous du seuil que j'ai convenu. Ce que je vais activer en premier, c'est les leviers où la tonne de carbone évitée est la moins chère. Ok, une optimale. Ça va me générer un surcoût pour mon bâtiment, donc je vais choisir les surcoûts les moins. Je vais essayer de rapprocher mon poids total de carbone du seuil de l'objectif que je me suis donné en activant les leviers les moins chers. Voilà. Donc le raisonner en tonnes de carbone évité, c'est intéressant. Ce que font peu de gens. Et on pense au budget euro déjà là ? Ah bah tout le temps, donc moi je suis promoteur dans la vie. Oui, oui. Donc, mais pendant le PC, oui c'est ça, le système constructif il est aussi il est drivé par ça. Ouais. En fait, il y a une révolution qui est en train de s'opérer. Avant, les archis dessinaient un bâtiment parce qu'on s'était convaincu qu'on partait en béton, avec de la façade rideau. Enfin, le bâtiment tertiaire, c'est le machin en face, un peu comme celui-là aussi. On a une image à peu près claire du truc. Ce bâtiment-là et celui là-bas, un Aéro 2020, ils sont foutus. Ils ne passent pas. Donc, on va être obligé de choisir, d'accompagner l'archi très très tôt, beaucoup plus tôt dans le projet, sur le choix de la structure et de la façade, si on veut être à peu près garanti qu'on est dans un prix raisonnable et dans un budget carbone raisonnable. Compte tenu que ce sont les deux plus gros gisements, les deux trucs qui coûtent cher, il ne peut pas dessiner sans y réfléchir. Et sans qu'on l'aide à y réfléchir, parce qu'il ne va pas y arriver tout seul. Pour qu'on puisse faire des choix, c'est-à-dire que moi au démarrage j'ai un devis carbone, j'ai un devis prix,
si l'archi dépense du carbone là, il faut qu'il soit plus économe en carbone ailleurs, et en prix, c'est pareil. Voilà. Il faut qu'en moyenne, il soit bon. Donc, mais pour ça, il a besoin d'être guidé. On avait développé une offre d'aménagement de plateau de bureau en full réemploi, qui s'était appelé Next Life, avec le Next City. On avait regardé comment on pouvait faire du full réemploi. Et moi, j'avais demandé d'avoir une métrique avec l'équipe, là. Alors, la métrique est discutable. Elle est basée sur plein d'hypothèses. Mais bon, en considérant qu'un poste de travail, c'est à peu près 10 mètres carrés, on pouvait faire une économie de 2 tonnes de CO2 par poste de travail. Je crois que c'était le truc, j'avais peut-être un peu plus. Donc on ramène à la personne. Alors c'est pas par an, c'est one shot, en considérant qu'on comptabilisait sur 10 ans, pour renouveler tous les 10 ans le poste de travail. D'accord. Mais voilà, ça donnait une métrique par occupant, par personne, que je trouve toujours assez intéressante. Oui, parce qu'elle occupe 10 mètres carrés. Voilà, un poste de travail, c'est 10 mètres carrés. Donc voilà ce que je lui avais présenté. Donc en environnement général, voilà, on a plein de leviers, dont le levier de l'économie circulaire, qui est loin d'être le plus simple à activer en fait. Oui. Les ressources, le carbone, et il n'y a pas encore de réglementation qui prend les déchets en compte, mais on va dire que ressources égale déchets, ressources économisées. Alors moi je dirais que le problème il est un tout petit peu différent. Je vais prendre un exemple auquel on a été confronté très directement pour un maître d'ouvrage qui est un assureur, qui s'était doté d'une trajectoire carbone super ambitieuse, machin, qui se disait être complètement exemplaire, mais bon, il voulait faire du smart building partout, donc je pense qu'ils n'avaient pas compris toute l'histoire quand même. Et deux, donc c'était un immeuble qui était boulevard Haussmann, donc dans le top des niveaux de location parisien, un immeuble de type siège social, et il nous consulte pour une réa complète du bâtiment, en nous disant il faut faire de l'économie circulaire. Donc c'est super. On était avec vous d'ailleurs. Pas sur le périmètre économie circulaire, mais sur les périmètres fluides. Et on avait discuté avec Guillaume à l'époque, en se disant leur approche est quand même un tout petit peu perturbante. En fait, c'est l'ancien siège de Danone, qui est un immeuble c'était un immeuble haussmannien à l'origine, donc l'immeuble qui avait été complètement déconstruit à l'intérieur et reconstruit full béton. Okay. Donc du façadisme période 2000-2010, quoi, enfin je sais pas, après je pense que c'est un peu mort. Des menuiseries en bois, donc je crois que c'est le permis était de 2002 ou quelque chose comme ça, la livraison de 2002. Donc l'immeuble avait 20 ans. Des menuiseries en bois, voilà, des planchers, des façades, des machines, et du second œuvre évidemment. Et la demande du maître d'ouvrage, c'était de dire moi je veux que vous maximisiez l'économie circulaire, mais hors site. Vous traitez tout ailleurs. Okay. C'est-à-dire qu'ils évacuaient l'idée de réemploi sur site, parce que c'est mieux si c'est, comprenez ma bonne dame, louer un truc avec du réemploi, c'est quand même pas super. C'est mieux chez les autres. C'est mieux chez les autres. Et puis deux, quand on les a questionnés, oui mais les menuiseries par exemple, elles ont 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et bien leur réponse est on fout tout par terre. Une menuiserie bois, il y en a qui ont 100 ans, ça va très bien. Les menuiseries en question, elles étaient traitées à peu près acoustiquement, peut-être qu'il fallait changer les vitres mais garder les menuiseries, mais fout tout par terre. Parce qu'on veut les performances truc, on veut les PV machin, on veut les garanties décennales machin, on veut... Et c'est pas comme ça qu'on y arrive. Donc le réemploi, c'est vachement compliqué en fait. Parce qu'il y a une éducation des maîtres d'ouvrage qui est loin d'être faite. Ils en ont tous envie, mais surtout chez les autres. Que l'offre elle est compliquée à établir parce que entre le moment où on fait le projet et le moment où on met en œuvre, il s'est passé un temps. Voilà, que les garanties associées ne sont pas forcément complètement dingues, qu'il faut qu'on accepte en maintenance,
c'est un exemple moi, j'aime bien prendre. Tout ce qui est sanitaire, offre sanitaire. On se dit, ça va être facile en emploi parce que c'est à peu près indestructible. Les vasques, les chiottes, les machins, ça. Sauf qu'on veut le même à tous les étages, et pour tout le monde pareil. Et qu'en plus, les lignes sanitaires sont hyper datées, donc ça marque l'âge d'un bâtiment quasiment. Ouais, ouais. Ça identifie. Bon, alors que globalement, ça change rien à l'affaire, quoi. Non. Tout va bien. Sur le mode. Ouais, il y a des effets de mode. Donc on va aller chercher à faire du réemploi sur des objets techniques cachés. Le grand classique, c'est le faux plancher. Mais bon, c'est facile, quoi. Ouais. Avec un opérateur qui a une offre structurée, qui n'a jamais la dispo qu'on lui demande. Ça, vous m'avez dit que vous avez eu un sujet sur les supports qui n'étaient pas en réemploi. Alors, c'est un autre truc, ça. Ce que j'avais développé comme idée, c'était le truc assez marrant, qui était que Mobius, pour ne pas les nommer, ils font du réemploi de dalles de faux plancher. Ouais. Or, un faux plancher, ce sont des supports et des dalles. Et quand on regarde la FDES de fournisseurs de faux plancher, ils ont une FDES qui comprend les deux. Et quand on dit ceci, on s'aperçoit que l'offre Mobius et l'offre du fournisseur lambda, pas gros écart en fait. Ah oui, alors c'était les supports qui sont... c'est le support qui est carboné. D'accord. La dalle en bois, voilà. Donc, quel est le consentement à payer plus cher pour avoir une dalle de faux plancher dont la disponibilité ne va pas être évidente au moment où on en aura besoin. Oui, trop de risques. Pas dingue, quoi. Ouais. Pas dingue. Deuxième truc sur le faux plancher, il y a réemploi et repose. J'ai un bâtiment comme celui-ci que je vais restructurer. La solution numéro 1, c'est de dire toutes mes dalles de faux plancher, je les dépose, je les stocke au fond du parking, je fais en sorte qu'elles soient à peu près bien stockées, et je les repose. On se dit que c'est quand même la méthode à peu près vertueuse, ce truc-là. Sauf que j'ai zéro garantie. Je dépose, je fous dans un camion, j'envoie chez Mobius, qui vend mes dalles à quelqu'un d'autre. Et au moment où j'en ai besoin, il prend les dalles qu'il a en stock et il me les amène. J'ai une garantie. J'ai fait plusieurs transports, j'ai un problème de dispo au jour J, j'ai un sujet de prix, c'est plus cher, mais j'ai une garantie. Donc il y a un truc qui est quand même pas complètement bien dans cette affaire. Donc on regarde évidemment comme tout dans le faux plancher. On nous demande de travailler, le premier réflexe c'est d'aller voir les objets techniques. Donc les gaines, les chemins de câble, les machins, qui est un vrai gisement intéressant, qui globalement intéresse personne. Les utilisateurs s'en foutent parce que c'est caché. Visuel. Donc c'est une très très bonne piste et moi je suis très content que ce soit une piste où ça commence à se structurer un tout petit peu. En revanche, des grosses capacités de stockage sont nécessaires et il y a un peu de travail dessus, quoi, parce que c'est pas toujours bien déposé, ça peut être un peu défoncé, etc. Et ça prend des volumes de stockage absolument considérables. Le sujet n'est pas là, pour moi, le sujet n'est pas là. Il faut que les gens acceptent d'être dans un mobilier reconditionné quand ils aménagent un siège social, que les cloisons puissent être des cloisons de réemploi, pas forcément la dernière mode, éventuellement pas les mêmes d'un étage à l'autre. Un des premiers gisements importants, encore d'état de finition, c'est la moquette. Ouais, ça aussi, oui. L'effet de mode. C'est pas tant l'effet de mode, mais une moquette dans un ACV, elle est comptée 5 fois, parce que ça a une durée de vie de 10 ans dans un ACV. Oui. Et donc, c'est des points carbone absolument considérables dans les ACV. Donc, si on fait de la moquette de réemploi, il y a un vrai levier. Oui. À condition qu'elle soit 5 fois renouvelée en réemploi. Ou sinon, pas changer tous les 10 ans. Ou sinon, pas changer tous les 10 ans. Ouais. Et dans l'ACV, elle est comptabilisée comme ça. L'ACV, c'est quand même une norme comptable du carbone dont on ne déroge pas facilement. Donc la moquette, il y a un vrai gisement. Voilà, il y en a plein, mais qui ne sont pas très simples à faire passer quand on ne connaît pas l'utilisateur.
quand on ne connaît pas éventuellement l'investisseur, voilà, l'investisseur il va vouloir un truc qui soit facile à commercialiser en location, et pour être facile, il faut que tout soit neuf. Donc c'est compliqué, le passage sur le second œuvre est vraiment compliqué à passer. Ouais. Ça vous avez eu quelques argumentaires de personnes... Bah, typiquement, c'était ce que je disais sur le boulevard Haussmann. Avant de faire du réemploi, ne déposons pas ce qui a encore une durée de vie raisonnable, typiquement les menuiseries extérieures. Et c'est typiquement le sujet où le donneur d'ordre a dit non, je ne prends pas sur moi de ne pas avoir le bâtiment qui est le plus performant à l'instant T. Ouais. Voilà. D'accord. C'est un peu déroutant. Oui, ils ne se projettent pas. Ils n'avaient pas, encore une fois, ils externalisaient chez d'autres leur emploi de ce qui était existant chez eux. D'accord. Et il y a d'autres cas, vous m'avez dit Alors, du cas de réemploi, oui, il y en a eu. Dans ce bâtiment ici, par exemple, il y en a eu. On a fait un kiosque en étage en full réemploi. On a été accompagné, on a démoli quasiment l'intégralité du bâtiment existant pour tout le suivi de déchets, l'injection dans des filières de réemploi, d'économie locale ou de recyclage, ce qui est fait à chaque fois maintenant. Un taux de recyclage ? Enfin, un taux de valorisation ? Ouais. Je crois pas qu'on ait beaucoup de projets où il n'y a pas un critère sur la valorisation des déchets. Moi, je crois beaucoup aux filières de recyclage parce que ça va permettre le passage à l'échelle avec des produits qui ont toutes les garanties qui vont bien. Donc, on a une garantie de qualité, une garantie de disponibilité, avec quand même des grands industriels qui ont des capacités à traiter du volume. Encore une fois, le réemploi ne doit pas rester, ou l'économie circulaire ne doit pas rester au stade du POC, il doit passer à l'échelle. Donc des grands acteurs comme Saint-Gobain, alors c'est pas des parents de vertu pour autant, hein, ces gens-là, mais ils ont quand même des démarches structurées avec des gens qualifiés pour s'occuper de ça. Ils arrivent à traiter l'intégralité des filières de récupération jusqu'à la production d'un produit neuf. Donc il y a quelques messages intéressants, mais on n'a pas franchi encore le passage à l'échelle. Oui. Et ça pourrait faire partie de vos points, structurer les filières aussi, aider les filières de réemploi. Alors, nous, on est capable d'aider les filières. On était capable avant les crises, avant la crise, pour pas qu'on l'appelle une crise. On est capable d'aider des filières qui ont un problème de structuration. Typiquement, la filière bois a besoin des maîtres d'ouvrage en aval pour identifier les besoins et en amont offrir une offre qui se corresponde à une sortie. Sur les filières industrielles type plaques de plâtre, luminaires, etc., je ne vois pas bien comment on va aider les filières, sinon en étant un terrain d'expérimentation possible pour eux. Mais les industriels, globalement, ces industriels-là sont quand même très très bien équipés pour gérer le truc. Voilà, ils ont besoin de comprendre nos besoins, mais ils savent les interroger. D'accord. Ils les connaissent suffisamment. Ils répondent à votre demande ? Il les devance un peu en fait. Hein. Ils ont, depuis la REP, la responsabilité élargie des producteurs, ils ont quand même intégré, les grands industriels, les grandes filières, ils ont quand même intégré les sujets. Ça prend du temps, c'est compliqué. Par temps de crise, c'est pas évident, mais globalement, ils ont quand même intégré largement le sujet. Ça leur coûte suffisamment cher pour qu'ils sachent qu'ils ont un intérêt à agir. Donc là, on n'a pas forcément besoin de les aider. Sinon, quand Saint-Gobain nous sollicite en disant « j'ai un verre bas carbone, j'aimerais bien trouver des projets pour le mettre en œuvre », là, on est
on peut être une terre d'expérimentation pour eux. Ou être un vecteur de demande et donc de production. Oui, et puis oui, mais parce qu'ils arrivaient avec une offre déjà mature. Oui. Et pour les filières de réemploi, alors les offres Moi, les offres que je connais, je les ai citées. Faux plancher, il y a un acteur. Sur les lots techniques, donc gaine et chemin de câble, il y a au moins un acteur qui commence à réfléchir, qui a bien avancé d'ailleurs. Chez Vinci, que j'avais vu, que j'avais interrogé sur la tonne de carbone évité, le coût de la tonne de carbone évité, qui était un truc qu'il n'avait pas en tête parce qu'il ne l'avait pas mesuré. Ah oui, comme le hub des prescripteurs, comme l'étude qui a été faite par... Alors le hub, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais moi je l'avais interrogé sur le coût de la tonne de carbone évité, ou le surcoût de la tonne de carbone évité, et il ne savait pas. Et c'était assez marrant parce que ce n'était pas un critère pour lui. Ok. Or, c'est un critère fondamental pour moi. Oui. Quand j'ai choisi ma structure, ma façade, je vais chercher les tonnes de carbone les moins chères pour atteindre la performance que j'attends. Et donc j'ai besoin de l'élasticité euro carbone évité. Et ouais. Okay. Donc j'imagine que lui il fait aussi les chemins de câbles. Guillaume me disait qu'il commençait à réfléchir sur les câbles. Ouais, circcâble. Ouais, ça j'ai pas regardé encore. Les grosses machines de production, je pense que c'est pas tant le sujet que ça. Les terminaux, ça me paraît compliqué à ce stade. Et après, il y a tout le second œuvre où je pense que l'acceptabilité le frein est pas tout à fait simple. Ouais. Et c'est ça, donc ce qu'on constate quand même, c'est que même si les filières, peut-être rapidement, elles vont devenir matures, le frein majoritaire, ça serait l'acceptabilité. Et le coût. Le coût, ouais. Alors, si on reprend depuis le début, en structure, si je veux faire du bas carbone, je vais faire du bois si je peux. Je vais faire des structures mixtes si je peux. Et après, je vais chercher des bétons recyclés, la concurrence de ce que la norme permet, c'est-à-dire 15%, du granulat, blablabla. Et des ciments bas carbone en plus. Donc en structure, la démarche elle est à peu près balisée. En façade, si je peux, je fais de la menuiserie bois. Je mets le PVC de côté, qui est plutôt un produit logement en tertiaire, en fait, pas de PVC. Si je peux pas, je vais aller chercher de l'alu et de l'alu recyclé, où là il y a des surcoûts. Ouais. Il y a forcément un pourcentage de recyclé dans toutes les filières des grands fournisseurs d'alu, mais si on veut des pourcentages importants, ça coûte. Ouais. Mais c'est pas de la filière de réemploi, c'est de la filière de recyclage. Et là aussi, ils sont en capacité de vous donner le surcoût de la tonne de CO2 évité et c'est... Pas bien. Okay. Mais en tout cas, quand je l'avais rencontré, c'était je sais plus quel fournisseur. C'est une métrique qu'ils n'avaient pas en tête. Ouais. Et où ils sortent de là par ça dépend. Ça dépend du volume, ça dépend de plein de choses, ça dépend. Je crois qu'il m'avait donné quand même un petit truc. En vitrage. Recyclé. Et là, je sais, c'est passer une façade en verre pas carbone, c'est 2% du coût de la façade. C'est pas donné quand même. Alors 2% du coût de la façade, on se dit ouais, c'est pas beaucoup. Oui. Oui, la façade, c'est ce qui coûte le plus cher avec la structure. Ouais, ça commence à coûter un peu. Pour une performance qui est ISO. Oui. Il n'y a que le carbone qui change. Et donc sans obligation réglementaire, ça passe jamais. Donc les lots techniques, on en a parlé, les gaines, les chemins de câble, ça moi je trouve que c'est la meilleure idée de l'année en réemploi. Avec un surcoût probable, parce que dépôt soigné, parce que stockage, parce que beaucoup de manutention, réparation, etc. Mais j'ai pas l'élasticité euro-carbone.
chemin de câble, c'est facile. Les câbles, si on y arrive. Je crois qu'ils font des petits linéaires pour le moment. Des petits tronçons. Je crois qu'ils ne font pas des grandes bobines. Hein. Non. Ils récupèrent que des petites sections, vu que sur les chantiers, tout est... Tout est haché, ouais. Tout ce qui est tableau électrique et machin, je suis pas sûr qu'il y ait un enjeu dingue. Ouais. En tout cas, moi, je me risquerais pas à partir avec un tableau réemploi. On a quand même besoin de minimum de garantie. Les machines de production de chaud de froid, moi, j'y crois pas trop, parce que c'est pas des poids carbone dingues, puisque c'est des éléments uniques, très carbonés mais peu nombreux, qu'il y a des crève-gaz, qu'on a besoin de garantie de performance, etc., etc. Et peut-être dans la maintenance à ce niveau-là. Des obligations de maintenance aussi. Oui. Je suis pas sûr qu'on ait une offre très structurée pour le grand tertiaire rapidement. Ouais, mais peut-être que le réemploi, ça peut se faire pour la maintenance d'ouvrages existants. Oui. Pour changement. Cannibaliser une installation pour en entretenir une autre, pour allonger la durée de vie d'une autre. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et après, il y a les lots de finition qui sont les enjeux qu'on a évoqués, qui sont un peu compliqués. Ouais. Mais la première démarche reste ce qui n'est pas à déposer, faire règle déjà là, ce qu'on peut éviter de déposer, ce qui est encore une durée de vie résiduelle, il faut le maintenir. Et ça, les maîtres d'ouvrage, les grandes foncières, les grands donneurs d'ordre ne sont pas forcément prêts à le faire. Le maintenir ? Maintenir en place des éléments qui ont déjà un vécu et qu'on va quand même déposer. Ouais. Exemple de mes façades, boulevard Haussmann. Oui, et vous pensez peut-être que l'avenir avec des rénovations vraiment in situ, ce serait peut-être ça, changer, si on veut changer tout le bâtiment, on laisse la façade le temps qu'elle finisse sa fin de vie, et peut-être que dans 10 ans, on fait des travaux, mais juste sur la façade, et on la change. Ouais, alors ça, c'était un autre projet sur lequel on s'était pas mal... où on avait eu un vrai écart de vue entre les équipes techniques et les équipes de développement, qui était notre ancien siège social dans le 8e, qui a une façade très datée, qui avait 12 ans, je crois, 10-12 ans. Donc la façade rideau full vert, bâtiment tertiaire, année 2010. Quoi. En très bon état. En très bon état, très performante. Et donc, côté technique, on défendait l'idée qu'il fallait faire une rénovation la plus light possible, en ciblant les lots et surtout pas la façade, en maintenant la façade, quand bien même elle était datée, en image, quand bien même il n'y avait pas d'ouvrant dedans. Ah. Mais bon. C'est les normes de l'époque ? Moi, j'imagine que oui, puisque c'était bien conforme quand même à quelque chose. Et côté développement, eux, ils étaient plus dans la représentation de l'investisseur, disant, il nous faut un effet de bâtiment à la mode. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, quand je mets ça en rouge, mais qui soit dernier cri pour être présentable sur un marché avec des niveaux de loyer élevés. Et donc l'idée, c'était de mettre par terre une façade qui avait 12 ans, qui était performante. Ouais, par manque d'imagination. Je leur jette pas la pierre, c'est parce que eux, leur propos était de dire, mes clients, mes investisseurs plus tard, voudront une façade où il y a un effet waouh quand on la voit. Pas une façade qui est datée de 2010. Voilà. Et donc, il faut la mettre par terre. On avait presque atterri sur un compromis où certaines façades, on les traitait, d'autres, on les conservait. Mais on n'a pas été au bout de l'histoire. Voilà. Mais les deux approches étaient là. C'est-à-dire, il faut faire une rénovation très ciblée sur les trucs qui doivent être rénovés, les sujets techniques, la densité d'occupation, etc. Et eux étaient plus dans l'idée, moi j'ai un marché qui a une idée de ce qu'est le bâtiment tertiaire en 2025. Il faut qu'on soit conforme à cette image-là. Oui, il y a vraiment deux mondes. En fait, je parlais d'imagination, mais en fait, c'est ce monde-là qui a eu un imaginaire de ce à quoi ça devrait ressembler, et la réalité technique, réglementaire. Ouais, on veut bien faire du bas carbone, mais il ne faut pas que ça se voit. Il faut qu'on fasse moi, j'avais eu une discussion avec un
copain qui était à la DHUP, donc la DHUP, Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Paysage au ministère, qui disait la réglementation, la RE 2020 est une révolution copernicienne du niveau de la charte d'Athènes qui doit changer l'image de la ville. Mais ce changement d'image dans l'imaginaire collectif, il se fait pas en 5 minutes. Oui. Et il n'est pas fait. La charte d'Athènes, c'est les années 50. Oui, c'est ça. C'est la période tout de béton. Corbu, voilà. Mais c'était même type de révolution. On passait dans leur esprit. Ça allait changer l'image de la ville. Des bâtiments tertiaires qui changent d'image, ça veut dire qu'ils sont une architecture plus domestique. Il n'y a pas 60% de filtrage sur une façade. Ah oui. On se rapproche de plus de 30%. Oui. Des allèges pleines, des matériaux de façade différents, etc. Donc dans leur esprit, c'était un peu ça la démarche. Oui, moins grande hauteur. Pourquoi la hauteur n'était pas un sujet, mais vraiment l'image de la ville, l'image du bâtiment qui changeait. Oui. Et cette révolution-là, elle ne se fait pas dans l'imaginaire collectif en 1 an ou 2. Non, sûr. Ça prend des années et des années. Voilà un peu. Oui, c'est vrai qu'on pourrait remonter à l'origine de pourquoi on a envie de choses. Pourquoi c'est vu comme une. Pourquoi la nouvelle grandeur, c'est du tout vitré, lumineux, ou la définition du confort ou de la réussite. Ouais, il faut le rendre. Il faut que ça donne envie. Ouais. Alors le bois, ça peut donner envie. Sauf qu'on va l'encapsuler de manière généralisée. Donc on va pas le voir. Le réemploi, je sais pas si ça donne envie. Pour l'instant, pas encore. Pas encore. Après, moi, à titre perso, et si ça sort d'ici, je saurais que c'est où. Vous faites du réemploi au quotidien ? Je vais y revenir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je sais ce que je veux dire. Moi, je pense que la norme, la règle, est un levier beaucoup plus, au moins aussi puissant, voire plus puissant que la volonté spontanée des acteurs. Bah oui. C'est-à-dire que personne ne fera du bas carbone si on n'impose pas une règle. Oui. Tout le monde s'en fout. Oui, parce que tout le monde s'en fout de l'environnement. Oui. En résumé, oui. Enfin, à part quelques-uns qui sont qu'on qualifie d'éco-terroristes. Oui, personne mesure et on ne pourrait pas généraliser notre sensibilité à ce sujet. Non. Même à coup de com, de pub. Non. C'est trop d'efforts. Il y a une notion d'effort, de privation. De privation. La sobriété est associée à la privation. Ce qui est un biais assez dingue en fait. Oui. Donc pour répondre à la question, est-ce que je fais du réemploi au quotidien ? C'est une bonne question. Dans l'ameublement, les vêtements ? Ouais, alors l'ameublement, c'est le bordel, oui. Oui. On a tout d'occasion. Ok. Les gamines qui ont 21 et 24. Ils sont sur Vinted. Voilà, full. Ils ont à peu près quasiment rien de neuf. Ils font les fripes et les machins. Moi, avant de faire du réemploi, je fais de la conservation. Réparation. Ouais. Je fais durer les trucs. Prolonger la durée de vie. Après, est-ce que j'ai un bilan carbone vertueux ? Probablement pas. Vous le faites pour le carbone, en pensant au carbone ou en pensant plutôt... il y en a qui pensent à l'économie aussi, à l'économe. D'autres... Mes gamines, c'est les deux, je pense. Ouais. Parce que sinon, environnemental et compte en banque limitée. Moi, je le fais vraiment par recherche d'originalité. C'est un autre Vu leur look, ça peut rentrer en compte aussi. Mobilier, c'est par goût, probablement. Et... De l'ancien. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pour la première démarche, sobriété, consommer bon. Voilà. Et comment c'est rentré dans vos habitudes alors? C'est du bon sens ou c'est...
Comment on peut les faire rentrer dans les habitudes des gens aussi? Euh, alors, bon, après, ça relève de sujets perso, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai une sensibilisation environnementale un peu forte parce que j'ai bossé dans le monde de l'environnement avant. Mmh. Euh, euh, voilà, que ça touche aux valeurs, probablement aussi. Je suis pas sûr que tout le monde fonctionne sur le même levier, quoi. Non, c'est très perso en fait. Ouais. C'est très perso. C'est très perso. Mmh. C'est très perso. Moi, je mise beaucoup sur la génération qui vient. Parce que ma génération, elle est plutôt une conscience assez distante avec le sujet, je trouve, encore. Oui. Tout le monde se dit que c'est une bonne chose, que ça va, intellectuellement ça va bien, et que quand on y réfléchit, oui, le changement climatique et tout ça, c'est important. Est-ce que je suis prêt à changer mes habitudes pour autant? Mmh. On espère qu'il y a des gens qui le font pour nous aussi, un peu. Ouais. Qui s'engagent. Puis quand on a des discours politiques où on dit la France c'est 1% des émissions du monde, Oui, ça sonne pas beaucoup en fait. bah, pourquoi moi je ferais les efforts alors que les autres n'ont pas les faire? Ouais. C'est compliqué de convaincre, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que l'exemplarité ça peut marcher? Même entre des boîtes? Entre deux boîtes, oui. Alors moi je pense que c'est le positionnement du promoteur, il ne faut pas perdre de vue que le promoteur il s'adresse à des clients qui vont acheter son bâtiment, à des territoires, et que les élus, somme toute, sont attentifs aux questions de carbone, d'énergie, de patrimoine, et que l'attente, elle est forte de ce côté-là. Donc entre deux promoteurs, un avec un discours sur le carbone et l'énergie un peu élaboré, enfin, intégrant l'économie circulaire notamment, et un autre promoteur qui est lambda sur ce genre de sujet, la conviction du groupe Nexity, c'est que c'est différenciant. Voilà, vis-à-vis notamment des grands acteurs du territoire, enfin des élus et des sociétés d'aménagement, etc. Ouais. Donc, là encore, c'est un peu par la contrainte qu'on y arrive. Ouais, c'est peut-être la passerelle, finalement, si à l'échelle de l'individu, on se dit qu'on peut rien y faire et que c'est les autres qui vont s'en occuper, on va peut-être élire quelqu'un qui a un programme qui... Il y a quand même un paquet de collectivités qui sont quand même... qui ont un ancrage écolo assez fort, dans un pays où ces sujets-là passent globalement sur les élections nationales en second, voire en troisième plan. Moi, j'entends pas un seul candidat aujourd'hui là faire de ce truc-là un programme voilà. Voire ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de normes, il faut alléger, etc., etc. Que c'est des freins à la concurrence mondiale, enfin, ce qui se passe sur l'agriculture. Voilà, enfin, c'est vraiment un sujet qui passe un peu en arrière-plan, alors que dans les élections locales, au niveau territorial, ça reste des sujets qui sont assez fortement mis en avant. Oui, c'est vrai. Transition vers le vélo. Transition vers le vélo. Oui. La nature en ville. La nature en ville, l'adaptation au changement climatique. Voilà, tous ces sujets-là, localement, ils constituent des enjeux alors qu'ils ne le sont pas à l'échelle nationale. Oui, alors que le national, c'est qu'une addition de toutes ces problématiques locales. Et pourquoi parce que peut-être il y a une vision globale aussi de... Mais c'est faux. Non, alors moi je pense un peu différemment. Je pense que dans l'imaginaire, localement il y a des réponses. On voit bien ce qu'on peut faire. Voilà. À mon échelle, je peux aller en vélo un peu. Le besoin de verre dans la ville, à l'échelle du maire, ça se réfléchit. L'économie circulaire aussi, parfois. L'économie circulaire, l'expansion du territoire urbain. On sent bien que là, à l'échelle locale, il y a des trucs. On sent qu'à l'échelle nationale et internationale, il n'y a pas de réponse. Donc, si on n'a pas de réponse satisfaisante
eh ben, on ne met pas la question en avant. Voilà. Voilà. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Ouais. À l'échelle nationale, c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait mal à la tête. Confère le débat sur la PPE, la politique énergétique, où il y a eu quelques discussions qui étaient quand même assez consternantes. La SNBC, SNBC 3 là, qui est republiée, là, qui la lit? Mais quand est-ce que ça passe aux 20h, quoi? 37 pages le résumé, ça va, c'est... Ouais, ça, lecture du soir. C'est écrit gros, il y a des dessins, tout ça, enfin, c'est bon, quoi. Hein, c'est pas dingue, il y a une fiche. Et encore une fois, les documents de l'État sont super bien faits. Ouais. Il y a des grandes métriques, il y a des petits crobards. Il y a le boulot de présentation, il est phénoménal. C'est des fiches par thème, par secteur. Secteur du bâtiment, il est là. Le sujet, c'est rénover le parc. C'est pas le flux, c'est le stock de bâtiments. Oui. Si vous avez une échelle entre le flux et le stock, le flux représente quel pourcentage du stock? Je sais qu'on construit 10 fois plus qu'on ne rénove, donc, et qu'on ne démolit. Donc en fait, il y a un flux de 10 fois supérieur au stock. C'est pas ça les ordres de grandeur? L'ordre de grandeur, c'est que le flux représente 1% du stock. Okay. C'est-à-dire que si on compte sur la RE pour remplacer le stock de bâtiments, ça va prendre 100 ans. On voit bien qu'on est dans une échelle de temps qui ne va pas. Oui. Donc il faut qu'on adresse le stock de bâtiments très directement. Et le sujet, c'est le stock, c'est pas le flux. Le flux, on sait construire bien. La question, c'est rénover. Okay. Et donc je trouve, typiquement, le truc, il est bien posé, quoi. Rénover. C'est ça le sujet. Faire du neuf, on s'en fout. Et réduire les factures énergétiques. Ouais. C'est parlant. Voilà. Sortir des fossiles, le premier levier, c'est la sortie des fossiles. Encourager la sobriété. Voilà. Ouais. Et le respect de la RE, c'est la petite ligne à la fin. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Donc le résumé, il est super bien fait en fait. Et la SNBC complète, alors, pour être honnête, je ne l'ai pas lu non plus, mais je l'ai. C'est combien de pages? 258 pour la partie 1. Et il y a une deuxième partie. Ouais, c'est un peu. Il y a un cabinet de conseil, vous pensez? Hein? Est-ce qu'il y a un cabinet de conseil qui... Ah bah non, il y a des services à l'État pour faire ça. Ouais. Oui, alors ils ont sans doute plein de gens autour d'eux, mais plein de concertations, etc., etc. Mais les documents sont super bien faits, super bien faits. Je dis pas que ça se lit comme un roman de gare, mais c'est vachement bien fait, quoi. Et ça mérite mieux que des débats complètement cons avec des politiques qui traitent de ça extrêmement mal, quoi. Voilà. Et je pointe personne en particulier, ils sont tous coupables. Hein. Il n'y a pas beaucoup que le monde, ça c'est la deuxième partie, fait 148 pages, mais c'est plus ciblé. Et la PPE. Donc c'est vraiment le passage à l'échelle. Mais ça se constate avec le réemploi à échelle locale. On y arrive. On y arrive, c'est ça, c'est très local en fait. On n'arrive pas à passer à l'échelle. On fait des POC, on fait des preuves de concept répétées, à condition que le maître d'ouvrage soit volontaire, à condition que le promoteur soit à peu près intègre la démarche. Ouais. Fasse confiance. Que les entreprises jouent à peu près le jeu. On peut trouver une voie, projet par projet. Le vrai sujet, c'est d'adresser le cas général de passage à l'échelle. Voilà. On ne pourra pas faire du remploi en faisant que des POC à répétition. Ça, c'est pas quelque chose qui marche. Ouais. C'est pour ça que moi, je crois plus au recyclage qu'au remploi. Ouais, parce que on retourne à l'état de matière et donc ça circule. Parce qu'on passe par un industriel qui a une démarche de traitement en masse, d'offres structurées, linéaires, constantes, homogènes, disponibles, etc. Et ça, bon, c'est pas incompatible qu'il y ait les deux. C'est pas incompatible. Il faut les deux.
il faut les deux. Ouais. Encore une fois, c'est réduction du besoin, si c'est possible, réemploi. Et si réemploi pas possible, recyclage, matériaux issus du recyclage. Et si c'est pas possible, matériaux neufs, mais dans cette démarche, quoi. C'est pour chaque matériau, il faut observer ce qui est possible de faire dans des rénovations. Et le promoteur ne peut pas structurer la filière pour le coup. Est-ce que c'est les entreprises des travaux ou c'est qui pourrait faire bouger les choses? Je crois pas non plus. Par exception, quelques groupes, donc Vinci sur l'énergie, sur les gaines et les machins. Bouygues, je crois qu'ils ont commencé à faire une démarche intéressante aussi, où ils stockent. Ouais. Mais j'ai compris que pour l'instant, c'était pour leurs propres besoins. Donc par exception, les groupes peuvent le faire. Ouais. Une filière indépendante. Mais je crois plus à une approche par les industriels. Oui, moi aussi. Ouais. Ils ont tout, la flotte de logistique. Ils ont le débouché, la gestion du débouché, la filière de distribution. Donc je crois plus à une approche par les industriels. Ouais. Qui doivent faire le recyclage et le réemploi maintenant. Et ils ont une responsabilité et un engagement financier autour de ça, par la loi. Et depuis d'ailleurs, depuis la fin de vos études, parce que au long de votre parcours professionnel, vous avez vu ces obligations se mettre en place, des indicateurs carbone s'intégrer dans les bilans annuels. Enfin, qu'est-ce que vous avez constaté comme vrai changement? Est-ce que ça s'est fait lentement ou rapidement? Alors, c'est une bonne question. La réponse n'est pas complètement simple. Parce que c'est quoi lentement? À l'échelle d'une vie professionnelle. Donc moi j'ai commencé à bosser en 97. Voilà, ça c'est fait. Je pense à cette échelle-là, donc ça fait quand même 30 ans, ça fait 40 ans. Moi à l'époque où j'ai fait mes études, le carbone c'était pas une question. Pourtant le sujet existait. Conférence de Rio, c'est quoi, 92 de mémoire? Oui, les rapports Meadows, c'est 72. 3 ans. Non, ah oui, non, c'est beaucoup plus vieux. 72, le rapport Meadows, 71-72. Ouais, ok. C'est mon âge. Voilà. Donc le truc a un peu plus de 50 ans quand même. Oui. Alors le rapport Meadows, il parlait des limites de la croissance et il ne parlait pas du carbone. Non. Alors en termes de carbone, mais la conférence de Rio, c'est 92 de mémoire. Donc pendant mes études, moi j'ai eu un cours d'environnement. Je ne pense pas qu'on en parlait. Pendant mes premières années d'exercice, c'était pas un sujet. Et donc le sujet, il a les expériences plus c'est moins là. C'est pas si vieux que ça. Donc à l'échelle faut bien avoir en tête qu'un projet de bâtiment c'est 5 ans, à l'échelle de temps. Je trouve que la bascule opère vite. Oui. Voilà. Après, est-ce que ça opère assez vite pour gérer l'urgence? C'est pas évident. Oui, c'est pas sûr. C'est pas évident. Parce qu'on parle de recul des seuils de RE, on parle on voit plus tard des obligations. Donc je suis pas sûr qu'on soit dans la bonne échelle de temps pour autant. Oui. Et après, il faut bien comprendre ce qu'est une filière industrielle en fait. Une filière industrielle, il y a un temps de R&D, de test, de construire la filière industrielle, d'exploitation de cette filière industrielle, qui doit amortir l'investissement initial, qui doit avoir un temps long pour amortir l'investissement initial. Donc des échelles où on demande aux acteurs industriels, à l'échelle de la RE, en 10 ans, de changer, de produire l'outil industriel qui permet de changer toute leur filière de production à une échelle de 10 ans, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. C'est pour ça surtout en temps de crise. Pour le recyclage, c'est un peu compromis parce que le temps de faire toute la ligne de production, les nouvelles machines, chercher des investisseurs. Etc. Mais non, c'est chaud. Alors que le réemploi, on dépose, on stocke, on met. Mais on est d'accord. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux démarches, ils sont complémentaires. Bien sûr. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est très peu structuré.
Non, ça va, ça roule. Mais c'est diffusable, ça, ce qu'on raconte là? Bah, après, je vais peut-être trouver une suite logique, j'espère. Bon, ouais. Mais parce que peut-être qu'on peut, enfin, on peut dire aussi que le réemploi, le recyclage, c'est compatible aussi avec les matériaux biosourcés neufs qui ont connu un boom enfin, c'était un peu aussi la solution à tout à une époque. Est-ce que vous avez constaté ça? Et est-ce que le réemploi, ça pourrait connaître ce même... enfin, qu'est-ce qui manque pour vraiment que ça devienne une habitude, un changement dans l'habitude de consommer? Alors, le biosourcé neuf. Alors, il faut à mon avis, un tout petit peu segmenter. Mmh. Il y a par typologie de matériaux. Il y a des matériaux faciles, des matériaux qui ne le sont pas complètement. Mmh. La structure, il y a eu un engouement pour la structure bois. Pour autant, je ne suis pas complètement certain que ce soit passé devant le béton. Hein. Oui. On en est même très loin. Nexity, c'était un des premiers acteurs, sinon le premier, à produire du bâtiment bois. Ça fait probablement plus de 20 ans qu'on fait du bâtiment bois. Peut-être en façade un peu plus. En façade, avec quelques beaux ratés de façade bois qui ont mal tourné quand même, mais les façades ossature bois, on a une réglementation qui est quand même pas mature. Alors, pardon, je corrige. On a une réglementation mature. En revanche, les matériaux de finition qui viennent sur ces façades-là ne sont pas encore ou sous avis technique ou sous ATEX. Ah ouais. Pas tous, loin de là. Avec un petit écueil qui a été la dissociation du DTU 31.2 et du DTU 31.4. Alors, traduction, 31.2, c'est MOB et COB, donc construction ossature bois et je sais plus quoi, MOB, c'est mur à ossature bois, et FOB, façade à ossature bois, pour le 31.4. Tous les matériaux de finition ont été développés, ont eu des avis techniques ou des ATEX développés pour le 31.2, et il n'y a pas eu de transposition en 31.4 parce que ça demande de renouveler les avis techniques, etc. Donc il y a un temps un peu plus long. Or, aujourd'hui, je pense qu'on fait des façades à ossature bois, on ne fait plus de murs à ossature bois aux façades. Dommage. Bref, donc en structure, il y a eu un engouement, mais pour autant, ça ne s'est pas généralisé. Loin de là. La filière bois n'est pas dimensionnée pour absorber. Il faut les produits de construction pas importés. Sur les matériaux type isolant, c'est chic et pas cher de changer. Il y a quelques désordres quand même. Il faut apprendre à les manipuler. Il faut que les assureurs sachent les assurer. Mais moi j'y crois volontiers. Voilà. Après, les autres matériaux sont restés tradis, quoi. Il n'y a pas de sujet. Hein. Alors, est-ce que le réemploi peut connaître le même essor? J'en sais rien. Je ne sais pas. Oui. Dire, s'il n'est pas amorti, il faut le conserver. Oui. Est-ce que là, ça pourrait, enfin vous qui parlez à des investisseurs, est-ce que ça pourrait être un argument de dire c'est du bon sens, on a juste conservé la façade, vous pouvez vendre ça même à vos clients en disant c'est ça notre image, c'est ça l'image du bâtiment en fait, c'est quelque chose de sobre et de simple, de frugal. Oui. Gessina qui a acheté le bâtiment, donc qui après a investi dans les travaux pour son compte, donc qui est pas promoteur pour le coup, qui est propriétaire, ne remplace pas la façade. Finalement, ils font ça. Ok. Et c'était ça l'argument pour eux? Non, je pense pas. C'était plus économique peut-être. Sans doute. Et puis ils ont jugé qu'elle était suffisamment performante pour repartir pour un tour. Ouais. C'est là aussi la direction technique doit dire. Oui, mais parce qu'ils sont pas promoteurs, ils sont propriétaires et ils peuvent avoir une démarche dans ce sens. Ouais. Un promoteur, c'est très compliqué d'avoir une démarche dans ce sens. Oui, parce qu'il ne se le donne pas à lui-même, enfin il ne se vend pas à lui-même. Parce qu'il doit convaincre un investisseur, puis un occupant. Ouais. Et s'il veut convaincre des jeunes, il y a des enjeux d'image aussi sur la qualité de vie au travail, les espaces collectifs, etc. Ouais.
Et là, on pourrait dire peut-être que l'engagement environnemental aussi, ça peut être Ça peut être un argument. un argument. Ça peut être un argument. Ok. Mais l'engagement environnemental, c'est pas comme l'emploi. Non. Et en plus, c'est subjectif. Enfin, c'est Et perso. Ouais. Ok. Et ça, c'est changement d'habitude ou changement de Changement d'habitude, changement de génération, génération, oui. j'espère. Parce qu'à ma génération, il y en a aussi qui ont beaucoup de plaisir à acheter des trucs flambant neufs et à jeter. Ouais. Il y a de tout quand même. Aller en vacances à Dubaï. Ouais, il y a les deux, ça fait encore rêver Consommer certains. fait encore rêver, Mais c'est vrai que c'est pas très vendeur de moins consommer. Non. Voilà. Bon, bah, bravo si. Je pense qu'on a bouclé Pour faire quelque chose avec ça, bravo. Hein. On a refait le monde. Ouais. Merci beaucoup.